Je m'appelle Vanessa Van Aten. Je dis tout de suite que je n'entends pas très bien, donc si je ne parle pas suffisamment fort, vous me faites un petit signe de la main. Et j'aurais besoin, je ne sais pas s'il y aura des séances de questions-réponses. Voilà, mais bon, enfin, tout va bien se passer. Je suis chargée de mission au ministère de la Culture, à la Direction générale des médias et des industries culturelles, au service du livre et de la lecture. Et donc je suis chargée de développer l'accès au livre et à la lecture pour les personnes empêchées de lire, voilà, les personnes handicapées, quel que soit le handicap. L'accès au livre et à la lecture pour les personnes hospitalisées et sous main de justice, donc ce qu'on appelle en fait les publics empêchés. Donc c'est un périmètre assez large. Voilà. Donc je viens vous parler des travaux que le ministère de la Culture mène en faveur des dys au sens large, voilà. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de dyslexie, mais on a bien en tête qu'on parlera aussi de la dyspraxie, de la dysphasie, etc. Je déroule mon intervention en 3 temps. Je regarde. Donc simplement rappeler quelques éléments de problématique pour l'accès à l'écrit pour les personnes empêchées de lire. Les travaux que nous menons au ministère de la Culture, mais également en lien avec les autres ministères concernés, en lien également avec le secrétariat général du comité interministériel au handicap. Voilà. Donc je détaillerai ça tout à l'heure. Et enfin, 3e point, les bibliothèques publiques. Quel est le rôle que peuvent jouer les bibliothèques publiques? Donc là, j'entends bibliothèque territoriale, donc municipale, intercommunale, départementale. Je vais me permettre de parler un tout petit peu des bibliothèques académiques. Donc je salue Claire Josserand dans la salle, qui représente le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, donc mon temps de parole est relativement limité, 20 minutes. Oui, au moins un peu plus. Voilà, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de façon générale, on observe une pénurie de documents accessibles ou adaptés. Enfin, accessible, c'est au sens large. C'est à la fois accessible voilà, de façon un peu universelle ou adapté vraiment spécifiquement à certains types de besoins. Donc on n'a que moins de 10% en fait de la production éditoriale française est accessible, quels que soient les besoins de lecture. Chaque année, il paraît en France environ 75 000 nouveaux titres, c'est-à-dire que le gap, le fossé, finalement, ne cesse de se creuser. Donc on a un véritable travail à faire pour maintenir en fait la production d'éditions accessibles à peu près au même niveau que la production éditoriale courante, sachant qu'effectivement, à un moment donné, il nous faudra traiter le stock, en tout cas les ouvrages dont a besoin le public empêché de lire pour les loisirs, la culture, l'accès à l'éducation, l'accès à la formation, à l'enseignement, etc., à l'emploi, voilà, dans tous les domaines de la vie. Parallèlement, on a observé qu'une petite partie en fait, des personnes empêchées de lire, quel que soit le handicap, a accès à une offre de lecture. Donc ça, c'est aussi une problématique forte qu'on s'emploie à résorber petit à petit. Voilà, donc c'est un peu les éléments que je voulais vous dire en introduction. Alors, ce qu'on constate, voilà, c'est qu'il y a des besoins et des usages très variés, en fait, en fonction, bien sûr, du type de handicap, mais aussi en fonction de l'âge de la personne, du parcours personnel de la personne, de son entourage, des acteurs qui œuvrent, qui accompagnent la personne voilà, pour l'accès aux loisirs, l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, etc.
Donc j'ai mis 2 photos sur la diapo. Donc une première photo que je décris parce que nous avons quelques collègues déficients visuels. Donc une première photo où on voit une personne âgée qui, bon là ça se voit pas tellement, mais on va dire qu'elle a de plus en plus de difficultés à lire son journal. Hein, voilà, donc c'est un empêchement qui survient avec l'âge en fait. Hein, et donc cette personne sans doute connaît assez peu ou pas forcément très bien l'offre de lecture à laquelle elle pourrait prétendre, enfin les outils de lecture, etc. Enfin, c'est quelque chose qui doit s'acquérir au fur et à mesure de l'apparition des difficultés à lire. Une deuxième photo où on voit un jeune homme avec un casque sur la tête, devant un ordinateur portable et une plage braille tactile. Donc on peut supposer que cette personne est relativement à l'aise avec le numérique et qu'elle sait utiliser les potentialités, les outils qu'elle a à sa disposition pour accéder à l'information qu'elle souhaite obtenir. Voilà, donc 2 types d'usages, 2 types de besoins différents. Et, bon, ça vaut quel que soit le handicap et même à l'intérieur d'une même famille de handicap. Hein. Donc vraiment, enfin, il faut considérer que chaque personne en situation de handicap est unique en fait. Voilà, même si on essaie de raisonner de manière globale et de répondre à des besoins de façon globale. Alors, donc pour tenter de résorber en fait le gap dont je vous parlais, donc de résorber la pénurie d'offres de lecture accessibles ou adaptées, donc on en avait conscience depuis quelques années. Donc on a, enfin j'aurais dû mettre au début. On a lancé sous l'égide du secrétariat général du comité interministériel au handicap, donc c'est un service du Premier ministre, un comité de pilotage interministériel donc, qui associe à la fois le ministère de la Culture, bien sûr, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, donc les éditeurs, les diffuseurs, les bibliothécaires, les libraires, voilà, vraiment de façon globale, un comité de pilotage interministériel pour définir une feuille de route. Donc la feuille de route, le document de cadrage est déjà disponible en ligne sur l'adresse qui est indiquée à l'écran. Donc cette feuille de route indique 12 orientations, 12 axes d'action en fait à dérouler, à mettre en œuvre pour résorber cette pénurie documentaire. Voilà, donc ça, ce travail-là, il a été mis en œuvre en 2017. Hein, donc là, ça va faire la voilà, deuxième, troisième année en fait. Hein, donc il y a des réunions régulières, 2 ou 3 réunions par an, et le but vraiment c'est de suivre l'évolution de ces travaux et d'impulser dans telle ou telle direction pour que ce plan stratégique porte ses fruits. Alors, ce plan stratégique, plus concrètement, en fait, donc le périmètre, c'est de traiter les livres numériques grand public. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément traiter les manuels scolaires, qui sont des ouvrages réputés complexes en termes de mise en page et de contenu, en fait. Dans leur version numérique, en plus, il y a des éléments interactifs, donc on considère que c'est le type d'ouvrage le plus complexe à adapter, à rendre accessible. Donc on a préféré le traiter à part. Donc on va, dans ce plan stratégique, sont traités donc bien sûr tous les ouvrages de littérature générale, des ouvrages de sciences humaines et sociales, pourvu qu'il n'y ait pas trop de schémas ni d'illustrations à adapter. Hein. Donc je rappelle que ça s'adresse à tous les types de handicap, en particulier la déficience visuelle, les troubles 10. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui est prioritaire dans nos travaux au ministère de la Culture et pour l'ensemble de nos partenaires interministériels.
Voilà, donc le but, c'est vraiment d'engager l'ensemble de la chaîne du livre au fur et à mesure de ses capacités en termes de charge de travail. Il ne s'agit pas de fournir une charge de travail disproportionnée en fait aux éditeurs et à l'ensemble de la chaîne du livre. Par exemple, d'écrire des images, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps humain, un travail de vérification derrière, donc c'est quelque chose qui a priori serait difficilement intégrable dans une chaîne de production de livres numériques. Donc voilà, des ouvrages qu'on appelle à maquette simple. Ensuite, il faut traiter non seulement les ouvrages proprement dit, les ouvrages numériques proprement dit, mais aussi tout ce qui permet de donner accès à ces livres numériques. Donc on va parler des plateformes de prêt numérique en bibliothèque ou de vente en bibliothèque. Voilà. Donc il faut que ces plateformes elles-mêmes soient accessibles en fait au sens de l'accessibilité numérique. Si les plateformes elles-mêmes ne sont pas accessibles, une personne déficiente visuelle, par exemple, ne pourra même pas accéder à l'ouvrage, même si celui-ci est accessible. Alors on parle, le format standard, ouvert et interopérable qui est préconisé s'appelle le format EPUB 3. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Voilà, donc c'est vraiment le format, le standard de l'édition numérique vers lequel on voudrait faire aller les éditeurs commerciaux, adapter le standard de l'EPUB version 3. Actuellement, c'est plutôt la version 2, donc on va progressivement vers la version 3 de l'EPUB. Donc cette version 3 de l'EPUB intègre déjà en fait des fonctionnalités d'accessibilité du format DAVI. Donc j'en parlerai aussi un petit peu plus loin. Donc ce format, si ces fonctionnalités sont correctement employées, cela permet à l'usager d'agrandir le texte, de changer la couleur des caractères, le fond de caractères, d'agrandir les espaces entre les lignes, entre les mots, etc. D'activer une synthèse vocale, d'activer un surlignement mot à mot du texte à l'écran. Donc ça peut être à l'écran ordinateur portable, ça peut être sur une tablette, voire une liseuse. Voilà. Et c'est un format aussi qui peut également interagir avec les outils, les technologies d'assistance. Voilà, si le format est correctement employé, on peut employer des plages braille numériques, on peut activer des voix de synthèse, personnaliser l'affichage du texte, etc. Donc, comme je vous le disais, a priori, ce plan stratégique ne comprend pas les ouvrages à maquette complexes, donc uniquement les ouvrages à maquette simple. Voilà, ça j'en ai parlé. Ensuite, parallèlement à cela, donc, comme je vous ai dit qu'a priori l'édition commerciale, parce que tout ce dont je vous ai parlé, il s'agit d'édition courante, d'édition commerciale, on sait que ça ne va pas répondre à l'ensemble des besoins. Il y a des besoins spécifiques que l'édition commerciale ne sera pas en mesure de traiter ou d'apporter des réponses. Donc, parallèlement à cela, nous avons un outil juridique qui s'appelle l'exception handicap au droit d'auteur, qui a été introduite dans le Code de la propriété intellectuelle à partir de 2006. En 2016, on s'est rendu compte que cette exception handicap au droit d'auteur ne répondait pas aux besoins des publics 10, puisque quand on a introduit cette exception, c'était les critères d'éligibilité, si on veut, pour les personnes empêchées de lire, c'était de répondre aux critères du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire d'avoir, par exemple, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Or, la FF10 nous a dit que la majorité des publics 10 avaient des taux inférieurs à 80% et de ce fait, ils ne pouvaient prétendre aux ouvrages adaptés dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur.
Donc on a fait évoluer l'exception qui a donné lieu en 2016 à un décret modifiant l'exception handicap au droit d'auteur pour justement assouplir les conditions d'éligibilité et permettre à toute personne empêchée de lire, quel que soit le handicap, d'accéder à une offre de lecture adaptée voilà, dans ce cadre. Ensuite, le traité de Marrakech qui a été signé en 2014, donc un traité international, donc sous l'égide de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en fait, qui regroupe tous les éditeurs dans le monde. Donc qui permet, ce traité de Marrakech permet aux États signataires qui ont ratifié le traité d'introduire dans leur droit local, national, une exception handicap au droit d'auteur qui permettrait ensuite d'échanger les fichiers adaptés entre États signataires du traité de Marrakech, toujours dans le but de résorber en fait la pénurie d'offres documentaires. Donc la France, l'Union européenne a bien ratifié le traité, donc la mise en œuvre est en cours. Et donc il existe une bibliothèque numérique qui rassemble les fichiers des organismes membres de l'Accessible Book Consortium. Donc ça dépend donc, de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, donc d'échanger des fichiers entre eux. Hein, voilà. Donc, par exemple, la Belgique peut désormais échanger des fichiers avec la France, ou avec le Québec, ou avec pas la Suisse, mais malheureusement, mais voilà. Voilà. Donc, voilà, pour vous donner un peu les perspectives, y compris au niveau international, des choses très intéressantes qui se passent en ce moment. Alors, je reviens en France du coup. Donc, l'exception handicap au droit d'auteur en France. Donc, il y a actuellement 140 organismes habilités à adapter et diffuser des documents dans le cadre du droit d'auteur au bénéfice des personnes empêchées de lire. Donc dans ces organismes habilités, vous avez par exemple des associations comme ici présente l'association Valentin Aoui, l'association Brainnet, le GI2A, l'association des donneurs de voix, je ne suis pas sûre qu'ils soient présents, mais voilà, quelques associations importantes. Si vous êtes là, c'est super, parfait. Voilà, vous avez également des établissements médico-sociaux qui accompagnent les élèves en situation de handicap voilà, dans leur scolarité, y compris pour leur fournir des documents adaptés, donc des cours, des manuels scolaires, des examens, des contrôles, etc. Voilà, donc vous avez également des bibliothèques territoriales habilitées et des universités également. Alors, il existe un site qui, donc le lien cliquable, je pense que vous aurez le support à la suite de la journée, où on reprend en fait tous les principes de l'exception handicap au droit d'auteur et également la liste de tous les organismes habilités. Alors, je vais vous passer un petit schéma en fait, puisque en fait le réacteur de l'exception handicap au droit d'auteur, c'est la plateforme Platon, qui est gérée par la Bibliothèque nationale de France, donc en fait qui sert de plateforme d'échange de fichiers entre éditeurs et organismes habilités. C'est-à-dire que ce que vous devez savoir, c'est que les usagers, les familles, etc., n'ont pas un accès direct à Platon. Il faut que les individus, les familles, les usagers s'adressent à un organisme habilité. Donc vous avez par exemple les associations, la VH, Brainnet, les donneurs de voix, le GI2A, mais vous avez également l'association Bookin, que certains d'entre vous connaissent bien, je pense.
Mais voilà, donc il faut vous adresser à des organismes déjà habilités. Vous n'aurez pas de fichier directement vous adressant à Platon. Voilà. Donc, alors Platon, donc les organismes sont habilités via un dossier déposé auprès de la Commission Exception Handicap aux droits d'auteur, qui œuvre sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère en charge des personnes handicapées. Et voilà, donc un peu pour vous donner quelques éléments de repères. Voilà. Alors, donc, l'exception handicap au droit d'auteur, on voit, ça fait une dizaine d'années qu'elle est mise en œuvre, hein, que la plateforme Platon est également mise en œuvre, ça fait à peu près 10 ans. On voit bien que la pénurie d'offres documentaires persiste. Donc les 4 ministères, donc à l'époque c'était 3 ministères, mais donc les 4 ministères ont souhaité lancer une mission d'inspection générale sur l'édition adaptée au sens large. Donc c'est les ministères de la Culture, des Affaires sociales, de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur. Donc il y a 3 inspecteurs ont été nommés, qui ont rendu leur rapport fin 2016. Voilà, je remettrai le lien peut-être vers le rapport que vous pouvez consulter, hein, librement consultable. Donc 26 recommandations ont été formulées pour améliorer la production et la diffusion de l'édition adaptée en France. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait de multiples structures, organismes sur le territoire qui œuvrent chacun un petit peu dans leur coin. Il n'y a pas de mutualisation du travail, d'adaptation, ni des adaptations proprement dites. Un éparpillement en fait des moyens publics attribués à ces organismes. Un souci d'aller vers une meilleure professionnalisation de l'adaptation. Hein, voilà. Si on veut arriver à quelque chose d'ambitieux, il faut aussi avoir les moyens, à la fois en termes de compétences, des moyens techniques, des moyens humains, bien sûr, etc., pour résorber une offre documentaire. Donc, dans cette optique, le comité interministériel au handicap, donc, un service qui relève du Premier ministre, donc pilote une concertation actuellement. Donc on a des réunions régulières entre les 4 ministères, donc Affaires sociales, Éducation nationale, Enseignement supérieur et recherche, culture, pour arrêter d'ici la fin de cette année une stratégie ambitieuse. Donc on va en principe pouvoir communiquer plus précisément sur les axes de travail qui auront été retenus pour améliorer significativement la production et la diffusion de l'édition adaptée. Alors, les bibliothèques publiques dans tout ça, donc là je parle des bibliothèques territoriales, municipales, intercommunales et départementales. Je parle aussi des bibliothèques universitaires ou académiques. Donc le rôle de façon générale, c'est d'informer, accompagner les usages de la population générale, mais aussi donc pour les bibliothèques qui relèvent de l'enseignement supérieur, de fournir les documents, voire même d'adapter eux-mêmes en fait les documents. Donc nous allons lancer cet automne un groupe de travail culture, enseignement supérieur, bibliothèque et accessibilité pour voir comment on peut travailler à rendre davantage accueillantes finalement les bibliothèques publiques pour les personnes empêchées de lire, en termes d'offres de collection, de services qu'on peut mettre en place, de communication, voilà. Donc le but c'est de définir là encore une feuille de route et d'associer vraiment tous les acteurs qui œuvrent de près ou de loin en bibliothèque publique
Donc bien sûr les deux ministères concernés, les associations professionnelles, les organismes de formation, les associations, etc. Voilà, donc là encore, je pense qu'on devrait pouvoir communiquer d'ici la fin de cette année sur ce groupe de travail. Et d'ores et déjà, nous avons créé une liste de diffusion bibliothèque accessible @culture.gouv.fr, mais c'est vraiment pour diffuser des informations entre bibliothécaires et voilà, échanger, poser des questions, voilà, solliciter, partager les bonnes pratiques entre bibliothèques. Voilà. Donc sinon, j'espère que ça fera la transition avec Christine. Donc je vais parler un petit peu de ce qui est fait plus proprement dit en bibliothèque actuellement. Donc il y a des recommandations de l'IFLA, donc en fait c'est la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, qui a déjà travaillé sur la dyslexie, donc qui a produit en fait des recommandations de 50 pages et une checklist, enfin une liste voilà, pour voir si tous les points ont été cochés pour accueillir dans de bonnes conditions les publics dyslexiques. Donc la version de départ est en anglais, mais nous avons fait des traductions en français, hein, donc les deux documents sont déjà disponibles sur le lien cliquable. Et je vais parler également du facile à lire en bibliothèque et lieu de médiation. Donc ça, Christine saura bien en parler aussi. D'accord, oui. Voilà, mais c'est vrai que le facile à lire, ça fait partie des recommandations de l'IFLA en fait, hein, en termes d'offres de lecture pour les publics dyslexiques. Hein, donc je me permets d'en parler. En fait, le facile à lire, le petit logo que vous voyez ressemble beaucoup au logo handicap mental, mais il est un petit peu différent quand même. Hein, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de confusion. Ce logo sert en fait à identifier des collections et des espaces de lecture en bibliothèque, mais ça peut être aussi dans des associations, ça peut être dans des associations de lutte contre l'illettrisme ou bien dans des espaces dédiés aux 10. Voilà, un petit logo avec le bonhomme qui sourit, qui tient un livre. Nous avons également diffusé des plaquettes qui sont disponibles également sur le lien cliquable. Les PDF sont disponibles, donc ils sont imprimables à volonté. Voilà, donc la plaquette, elle dit, la couverture dit « Enfin des livres pour moi ». Voilà. Donc ça c'est la version pour le grand public et il y a également une version pour les professionnels. Voilà, je vais vous parler aussi, je vous encourage à vous adresser aux associations bibliothèques spécialisées qui, par exemple l'association Valentin Huige, qui se dit prête à répondre aux besoins des... voilà, bon, Laurette, tu vas en parler tout à l'heure, mais je me permets d'en parler déjà maintenant, d'ouvrir en fait ces collections, ces services en faveur des publics 10. Voilà, je vous parle également de la bibliothèque numérique francophone accessible, hein, donc ce sont des ouvrages... au format DAISY, hein, je vous avais dit que ça faisait le lien avec le format EPUB, qu'en fait le format DAISY est en quelque sorte l'ancêtre du format EPUB. Enfin, les deux formats sont amenés à converger. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des formats structurés qui permettent de naviguer dans le document, de marquer des points de repère dans le document, d'accélérer ou de ralentir la vitesse de lecture, d'avoir une version texte. Donc ça permet beaucoup de fonctionnalités. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour les publics souffrant de troubles 10. Voilà. Un peu ce que je voulais vous dire. Donc il y a le logo DAISY, voilà, et il y a une petite photo en fait, parce que une bibliothèque en Belgique flamande, donc qui parle en flamand, qui
C'est une bibliothèque spécialisée qui a fait un gros travail très inspirant pour introduire auprès des enfants et des familles des livres de lecture au format DAISY. Donc qu'on peut écouter au casque, mais qu'on peut écouter en même temps qu'on lit le livre papier par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui me semble intéressant à avoir en tête.